Je vais vous parler de quel bilan après un arrêt cardiaque. Je vais me baser essentiellement sur les dernières recommandations européennes de 2022. Et puis on va parler un petit peu de quel bilan chez le survivant, quel bilan chez celui qui n'a pas survécu à son arrêt, et un petit mot sur la famille. Alors si on commence par le survivant, donc on est appelé par le SAMU pour prendre un patient qui vient donc d'être réanimé d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Donc la première étape, je dirais que volontiers, la première étape et la première démarche, elle doit être relativement réflexe. Et dans cette première étape réflexe, il y a deux, trois questions essentielles. La première, c'est la place de la coronarographie. Il y a eu pendant très très longtemps un débat, est-ce qu'il fallait faire une coronarographie systématique à tous les arrêts cardiaques récupérés qui arrivaient à l'hôpital? Est-ce qu'il fallait les faire passer directement en salle de choro ou est-ce qu'il ne fallait pas les faire directement passer en salle de choro? Maintenant, on a quand même des données randomisées de bonne qualité. On a au moins 3 essais contrôlés randomisés qui montrent bien que, en dehors des ST+ véritables et en dehors d'une instabilité électrique, donc en dehors de ces deux situations, le patient va d'abord être monitoré et pris en charge et stabilisé en réanimation. Le deuxième point, je pense, on va toujours dans cette première démarche, et vous allez voir, je pense que c'est important, et ça a été un petit peu mis en avant dans ces recommandations. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, surtout pour nous cardiologues, c'est de commencer à se dire qu'après un petit screening vite fait, quand le patient arrive, soit sur la table de choro, soit à l'USIC ou en réanimation, c'est de se poser la question, de se dire si l'électrocardiogramme ne montre pas quelque chose d'évident, si l'écho ne montre pas quelque chose d'évident, c'est quand même regarder est-ce qu'on n'a pas les arguments pour une cause non cardiaque. Et vous voyez que pour la première fois, à ma connaissance, dans les recommandations de la mort subite, le scanner cérébral et thoracique, grosso modo, la recherche d'une cause non cardiaque apparaît en classe 2A. Donc vous voyez que le niveau des recommandations est faible, hein, c'est un niveau de C. C'est essentiellement finalement les Parisiens qui ont publié là-dessus, l'équipe de Cochin, qui a montré qu'il y avait quand même une rentabilité extrêmement importante dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier de causes cardiaques présumées, et que dans un bon nombre de cas, on trouvait des causes non cardiaques. Et puis, le troisième point dans cette première étape qui doit être réflexe, c'est prélever du sang. Parce que si on prélève du sang, on aura éventuellement l'opportunité de pouvoir faire une analyse génétique, une analyse des recherches de toxiques. Et je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on sous-estime probablement, surtout en tant que cardiologue, la proportion des causes non cardiaques. Si vous prenez des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, mais vraiment les morts subites, dont on parle, vraiment le collapse qui arrive comme ça soudainement, eh bien, si vous faites des autopsies à ces patients systématiques, vous voyez que quand même dans un tiers des cas, les causes sont non cardiaques. Et j'ai beaucoup aimé ce papier, c'est un petit papier mais que j'avais pas vu au début et que j'ai vu 2 ans après, et que je trouve très intéressant. Vous prenez 700 morts subites d'origine cardiaque présumée, regardez le biais de sélection qu'on a avec le camembert qui devient de plus en plus rouge. En fait, vous avez plus de 50% des causes qui sont non cardiaques quand le patient décède en dehors de l'hôpital. Il y aura 2 tiers des causes cardiaques quand le patient sera vivant en réanimation. Et ça sera quasiment exclusivement des causes cardiaques s'il arrive vivant en cardiologie. Donc il y a véritablement ce biais le long du parcours du patient. La deuxième étape, ça va être de se focaliser sur, alors là c'est un listing, hein, je vais essayer de le faire un petit peu plus, mais c'est se focaliser en disant quelle est la cardiopathie structurelle qui a pu donner lieu à cet arrêt cardiaque ou quelle est la cardiopathie électrique. Donc vous voyez quoi? Vous voyez que premièrement il faut avoir une idée claire sur l'arbre coronaire. Et on a souvent, hein, c'est pas toujours simple hein, de savoir si le patient a véritablement une maladie coronaire qui a été causale dans l'arrêt cardiaque. Et cette causalité est parfois difficile. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir des films de coro qui soient revus. Une imagerie coronaire qui peut être aussi faite par scanner ou par complément d'échographie intracoronaire pour mieux évaluer la stabilité d'une plaque éventuelle. Vous voyez que au-delà des coronaires, l'imagerie par résonance magnétique est donc une classe 1 et une nouvelle échographie, on va dire une échographie labo, qui va réévaluer le myocarde, qui va réévaluer la fonction myocardique, la valve mitrale, et également donc une classe 1,
Ça, c'est essentiellement donc, sur la recherche de maladies structurelles. Et puis, en termes électriques, on va surtout se focaliser sur regarder la télémétrie du patient. Ça peut tout simplement être une voie accessoire un petit peu masquée. Ça va être le spasme coronaire. Donc, on peut très bien avoir un ST, une surélévation du ST transitoire de temps en temps. On peut avoir donc un aspect de Brugada transitoire sur les différents électrocardiogrammes faits au deuxième espace intercostal effectués tous les jours. Et donc, en tout cas, les tests dynamiques que l'on proposera systématiquement, qui sont une classe 1, c'est le test à l'âge maligne et le test d'effort qui pourra être effectué soit en fin d'hospitalisation, soit au cours d'une hospitalisation suivante, en fonction de l'état du patient, puisque la stratégie de prise en charge ne changera pas. Et puis vous voyez, comme on en a parlé au début, finalement il y a eu un peu un retour en arrière. Le test Ométergin qui pouvait être systématique, on se rend compte que quand même, parfois la spécificité n'est pas si bonne et qu'il faut une probabilité pré-test qui soit quand même suffisante pour pouvoir offrir ce test. Donc c'est pour ça qu'il apparaît en 2B. Et le test Ométergin sera effectué chez les patients qui ont donc fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier par fibrillation ventriculaire, qui ont eu par exemple des prodromes à type de douleur thoracique non compris sur la coronarographie. Mais il faut quand même des arguments en faveur d'un spasme coronaire. La EV idiopathique est un diagnostic d'exclusion, c'est important, vous allez le voir. Et donc le côté multidisciplinaire entre le cardiologue, le généticien, l'imageur, etc. est extrêmement important. Et qu'une fois qu'on a affaire à une véritable EV idiopathique, la vraie EV idiopathique, chez qui on a tout exclu, les causes structurelles et les causes électriques, et bien finalement la place de la génétique c'est du 2B, puisqu'on avait vraiment on a été très loin dans l'exclusion des phénotypes. Le deuxième point, c'est quand le patient ne survit pas. Quand le patient ne survit pas à l'arrêt cardiaque, et donc là le réflexe que l'on a, c'est vraiment l'autopsie et encore une fois le prélèvement qui pourra permettre une analyse génétique et toxique. Et dans ces cas-là, deux recommandations de classe 1. La génétique, là c'est une classe 1, c'est pas du tout du 2B. On n'a fait absolument pas d'avancée au niveau du phénotype. Et l'évaluation des apparentés du premier degré. Alors un petit mot, parce que c'est bien de regarder les recommandations, mais si on regarde, alors ça date un petit peu, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours des 10 premières années du registre francilien, donc ce registre de tous les arrêts cardiaques extra-hospitaliers des 4 départements franciliens, est-ce qu'on a fait du bon boulot? C'était Ardalan Sharif Zadeghan qui avait eu cette idée de se dire, ça va être intéressant de regarder, on va prendre tous nos patients qui ont été admis vivants en réanimation, mais qui sont morts 8 jours après en réanimation. Est-ce qu'on s'est donné les moyens d'aller identifier un diagnostic? En fait, on se rendait compte que donc, les 3/4, ça c'était classique, les 3/4 mouraient en réanimation, et que finalement, la moitié d'entre eux n'avaient pas du tout été explorés. Et quand vous regardez le taux d'autopsie intra-hospitalière, 3,4%, prélèvement de sang, 1%. Alors est-ce que ça peut faire rire les rythmologues, cette petite diapositive, mais est-ce que les rythmologues font mieux que les réanimateurs? Donc ça, c'est ce qu'on avait regardé avec Victor Wallman. On avait juste repris à l'époque, on n'en avait pas beaucoup, je crois que c'était jusqu'à 2016. On avait 48-49 FV idiopathiques. C'était vraiment dans la conclusion de l'hospitalisation, c'était FV idiopathique. Aucune cause électrique, aucune cause structurelle. On regardait comment les rythmologues avaient investigué leur FV idiopathique. On s'est rendu compte qu'en gros, 80% de ces FV idiopathiques n'avaient pas du tout été explorés. D'accord, n'avaient pas du tout été explorés. Et quand vous regardez un petit peu les examens, c'est intéressant de voir que l'IRM cardiaque est très fréquent, quasi systématique. Mais là où ça se gâte, c'est dans les tests de provocation, que ce soit pharmaco ou tout simplement les tests d'effort, qui sont extrêmement peu effectués. Alors chez la famille, chez les membres du premier degré, donc quand il y a un variant pathogène identifié, ok, c'est pas tellement le souci. C'est le scénario le plus fréquent, c'est quand le patient en fait n'a pas été autopsié, ou quand le patient a été autopsié mais que l'autopsie est blanche. Dans ces cas-là, il y a une indication à faire, donc à voir les apparentés du premier degré, si le patient décédé a moins de 50 ans, ou si on a des arguments pour penser à une maladie familiale. Alors quel est le bilan que l'on propose à un apparenté du premier degré
de quelqu'un qui a fait une mort subite, il est relativement simple. Ça va être un interrogatoire, un examen physique, un électrocardiogramme en mettant les dérivations hautes, associé à une échocardiographie et à une épreuve d'effort. C'est le package de classe 1. Vous voyez qu'il n'y a pas, même le Holter apparaît en 2B, il n'y a pas de test pharmacologique d'emblée si là encore vous n'avez pas une probabilité pré-test un petit peu supérieure à quelqu'un qui n'a aucun symptôme ou pour lequel l'histoire familiale n'est pas en faveur d'un Brugada. Donc en conclusion, vous avez compris, c'est une approche véritablement multidisciplinaire. Il y a une approche multidisciplinaire qui est par étapes. Clairement, vous avez vu qu'il y a quand même un vrai problème pour l'autopsie. C'est un cercle vicieux, puisqu'on ne fait plus d'autopsie, on n'a plus de personnes qui sont capables de faire des autopsies correctement. Donc là, il y a un vrai problème. La relation causale, probablement que dans chacune de vos équipes, vous avez vu ces problèmes. De temps en temps, c'est difficile. On se retrouve avec une lésion coronaire. L'arrêt cardiaque était à l'effort, mais la lésion coronaire ne paraissait pas spécialement serrée. Mais j'ai une valve mitrale qui est quand même curieuse. Donc, parfois, la causalité entre le phénotype et la cause de l'arrêt cardiaque est parfois difficile. Là encore, ça souligne l'importance de discuter de façon multidisciplinaire tous les dossiers de ces patients. Et encore une fois, probablement, oui, une opportunité pour une prévention meilleure. Pourquoi j'ai mis ça? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éloi. On sait que c'est un sujet pareil qui est pas facile et qui est quand même très sous-estimé. Les bilans, comme tu l'as montré, sont malheureusement pas faits de manière systématique. Et on se retrouve souvent avec des étiologies qui n'ont pas été retrouvées et des familles qui sont aussi un peu sans réponse. Et on sait que c'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Les toxiques, c'est quel pourcentage? Ça doit être très faible, non? Non, curieusement, alors nous, on n'a pas de données, enfin à ma connaissance, il n'y a pas tellement de données françaises là-dessus. Il n'y a pas de données françaises. Il y a des données, il y a une grosse étude à San Francisco qui travaille beaucoup dessus et qui trouve des taux de toxiques extrêmement élevés, mais on se dit c'est San Francisco. Mais en même temps, les Danois à Copenhague trouvent les mêmes chiffres. Alors ensuite, on peut discuter du niveau de toxique, et encore une fois de la causalité du toxique et de la mort subite. Mais si on prend une population de moins de 35 ans, par exemple, le taux est élevé. D'environ 15, 18, 20%. Je trouve que c'est un résultat très discutable, parce que, encore une fois, ça peut être un facteur associé plus qu'un facteur causal. Il y a eu cette enquête sur les soins intensifs de cardiologie à Paris, la recherche systématique de toxiques. On a des chiffres qui n'étaient pas du tout ce qui était rapporté aux États-Unis, que ce soit à New York ou ailleurs. C'était pour les admissions à l'USIC. On est sur des chiffres beaucoup plus bas. Il y a quelque chose de rigolo dans le titre, de rigolo. Quel patient après un arrêt cardiaque? Ça revient à ta deuxième diapo, là, où tu disais c'est pas toujours l'arrêt cardiaque et qu'il faut aller chercher les causes extracardiaques. Et en fait, le titre, c'est plus quel bilan après une mort subite, quoi. C'est toujours pareil. Quand on nous demande, par exemple, d'écrire un papier sur la mort subite cardiaque, sudden cardiac death, on a envie de dire, en fait, ça peut être soit sudden death, soit... Mais c'est pas mal que cette chose soit apparue rapidement dans nos réflexes à avoir quand quelqu'un arrive. Ah, les causes extracardiaques, tu veux dire? Oui, parce que là, il y a marqué quel bilan. Et en fait, il y a des causes extracardiaques où on pense au début que c'est un arrêt cardiaque, et je pense que des fois, on se fourvoie, quoi. Je pense qu'on sous-estime très nettement la prévalence des causes non cardiaques. On avait regardé aussi chez la femme de moins de 40 ans, une mort subite qui était vraiment présumée cardiaque, était absolument pas cardiaque. Avec en premier lieu donc des causes neurologiques importantes. Tu as bien montré le faible taux d'autopsie, y compris pour les patients qui décèdent en réanimation. Comment tu penses qu'on peut arriver à améliorer ce taux-là? Parce que le problème, c'est qu'effectivement, après, on revoit les familles. Il n'y a pas eu d'autopsie intra-hospitalière. Et c'est quand même très compliqué. Et qu'est-ce que tu penses de l'imagerie aussi post-mortem? C'est très compliqué parce que c'est vraiment multifactoriel. De temps en temps, on a des morts subites, entre guillemets, intra-hospitalières qu'on n'a pas comprises. On propose à la famille de juste le passer au scanner pour mieux comprendre. Parfois, il y a des refus. Donc,
l'autopsie c'est compliqué. Il y a aussi quand même le corps médical qui maintenant on ne propose pas de façon systématique l'autopsie. Maintenant, on se retrouve avec nous, par exemple, à l'HEGP, on est embêté avec les autopsies parce qu'on n'a plus l'expertise que l'on avait avant. Donc, l'imagerie post-mortem paraît extrêmement intéressante. Donc, par exemple, l'Institut médico-légal de Paris, Bertrand Lude, travaille avec Sainte-Anne. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre, je crois qu'un tiers de ces examens sont faits en imagerie à Sainte-Anne et de façon relativement fluide. Avec une rentabilité qui est bonne. Je veux dire, on avance quand même énormément avec une imagerie post-mortem, de type scanner post-mortem, et on peut même améliorer les choses. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a plus de napates à Paris. Dans les services, il y a même des chefferies de service qui ne sont pas remplies. Donc, il y a un conseil à donner aux jeunes. Si vous voulez faire carrière à l'hôpital, prenez un napate. Il y a un napate, et puis ensuite, il y a aussi la spécificité cardiaque. Donc au-delà de la simple autopsie. Éloi, tu disais qu'il y avait pas mal dans la série que tu as montré, la série francilienne, il y avait pas mal d'IRM qui étaient faites. En revanche, il n'y a pas trop de biopsies, mais il y a pas mal d'imagerie in vivo. C'était quoi la rentabilité ? Tu as les chiffres de rentabilité diagnostique sur ces examens ? C'est difficile, en fonction de ce que tu prends comme numérateur, dénominateur, c'est un peu difficile de te donner les chiffres. Des cardiomyopathies, quoi. Mais je peux pas te dire un chiffre précis. Ouais. Par définition, tous les IRM étaient normaux ici, mais sur la rentabilité de l'IRM cardiaque, elle est élevée, ça c'est certain, mais je peux pas te donner un chiffre particulier. La problématique, je trouve, qui reste, c'est la problématique coronaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec un patient qui va arriver la nuit, qui sera finalement dilaté stenté par le coronagraphiste, qui va finalement imaginer que cette lésion était coupable. Il sera peut-être même chanté des rythmologues. Il ne sera même pas vu par les rythmologues, puisqu'on considère qu'il a été stenté et qu'il va sortir comme ça. Donc je trouve que c'est important d'avoir un staff et de revoir systématiquement l'ensemble des coros. Parce qu'il y a quand même une grosse zone grise chez ces coronariens qui ont fait un arrêt cardiaque avec parfois des lésions véritablement coupables et puis parfois des lésions non coupables, stentées, entre guillemets, peut-être par excès, je sais pas. Et en pratique, le filtre que tu indiquais avec les études randomisées qu'on a sur ST+, ou instabilité électrocardiographique, on est entre nous, mais les SAMU l'appliquent très mal. Je veux dire, ils nous amènent absolument tout le monde sans discernement. Ou avec assez peu de discernement. Ce tri-là n'est pas fait. Mais le SAMU de Paris avait été extrêmement investi au début sur ces papiers qui montraient qu'une coro à tous les arrêts récupérés améliorait le pronostic. Donc je pense qu'ils sont encore dans cette culture probablement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un tri préhospitalier très satisfaisant. Mais ça veut dire que peut-être ces patients-là, il faut leur faire assez systématiquement une IRM pour voir si tu as des arguments pour un infarctus ou pour une autre cause. Ils auront une IRM dans les jours qui suivent. Ensuite, ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils arrivent en réa et nous, on va les voir en réa. Parfois, on les prend en coro tout de suite après, mais ils passent par la réa en premier. Ouais.